Bonjour, dans ce premier cours, nous allons voir une introduction à la sécurité des systèmes d'information. Pour toute question ou commentaire, vous avez mes coordonnées ci-dessous. Alors, nous avons abordé l'introduction à la sécurité des systèmes d'information sous différents angles. Dans une première partie, nous allons voir les définitions de base pour bien cerner le domaine et donner les notions sur lesquelles on va se baser dans la suite de ce cours. Sécurité des systèmes d'information, il y a deux termes, il y a la sécurité, il y a les systèmes d'information. Alors, un système d'information, vous allez trouver plusieurs définitions. La plus normalisée est tout moyen dont le fonctionnement fait appel à l'électricité et qui est destiné à élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire de l'information. Typiquement, ça regroupe les données, les machines, les serveurs, les ERP, les réseaux, le câblage, le personnel de l'entreprise, tout ce qui touche à l'information, qui la traite, qui la modifie, qui la transmet, etc. Alors, dans ce sens, pour aborder la sécurité des systèmes d'information, j'ai dit tout à l'heure qu'on va voir des définitions de base. La première définition à comprendre, c'est la notion de vulnérabilité. Typiquement, une vulnérabilité, c'est une faiblesse ou une faille dans le système. Dans le jargon de la sécurité et de la sûreté de fonctionnement, on parle de faute accidentelle ou intentionnelle introduite dans différentes phases, que ce soit la spécification, la conception, la configuration, la mise en œuvre d'un système, etc. En tout cas, c'est les failles, c'est les faiblesses. Bien sûr, une vulnérabilité peut être exploitée à travers des attaques. Donc, une attaque, c'est tout simplement une action malveillante qui tente d'exploiter une faille ou une faiblesse dans le système et donc de violer une ou plusieurs propriétés de sécurité, c'est-à-dire réaliser quelque chose qu'on ne souhaite pas. Une menace, c'est une violation potentielle d'une propriété de sécurité. Et il y a la notion d'intrusion qui est une faute, que ce soit opérationnelle, externe ou intentionnelle, qui est nuisible et qui est le résultat de l'exploitation d'une vulnérabilité dans le système par une attaque. En gros, une intrusion, c'est une attaque qui a exploité une vulnérabilité et qui est réussie. Donc, c'est une attaque réussie. Et puis, un dernier terme, c'est la notion de risque. Alors, le risque, c'est une notion un peu complexe qui regroupe tout ce qu'on a vu. Typiquement, et le risque doit contenir des informations sur l'élément essentiel, c'est-à-dire l'élément qu'on souhaite protéger au sein de l'entreprise. Ça peut être une information telle qu'une donnée personnelle ou un secret professionnel, comme ça peut être un processus, comme par exemple un processus de facturation, de réalisation d'un médicament, etc. Un élément essentiel, il a un besoin de sécurité, il est important, il a une criticité qui est mesurée en termes d'impact. Et puis, à côté de cet élément essentiel, il y a l'élément menaçant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on craint. Ça peut être un attaquant qui va réaliser un processus d'attaque en exploitant une vulnérabilité sur une entité donnée. Alors, cette entité, ça peut être du personnel, du software, du hardware, du réseau, etc. Et puis, cette vulnérabilité ou cette attaque, elle a une opportunité ou une probabilité de réalisation. Donc, le risque, c'est une phrase composée où on doit trouver tous ces éléments. Essentiellement, qu'est-ce qu'on veut protéger et de quoi on a peur, et puis tout cela est chiffré en termes d'impact potentiel et également de probabilité de réalisation de la menace. Il y aura un cours dédié à l'analyse des risques. Alors, un système d'information, il est vulnérable à plusieurs choses. La chose la plus basique ou l'attaque la plus basique, c'est l'écoute passive. Une écoute passive, c'est par exemple le sniffing. On va écouter une communication entre un serveur et un téléphone, entre un serveur et une machine. Écouter également de l'interception satellite, l'intersection de différents types de réseaux, GSM ou autres. En tout cas, on est passif, ça veut dire on ne fait que écouter et on ne modifie pas, on n'introduit pas des choses sur le réseau ou dans le système d'information. Après également, il est vulnérable, un système d'information, il est vulnérable à l'intrusion. Donc par exemple, une porte dérobée. Une porte dérobée, c'est un passage secret
qu'on va laisser, que le concepteur va laisser ou l'attaquant va trouver pour pouvoir se connecter inaperçu sur un système donné et donc réaliser des actions malveillantes. Ça peut être également exploiter un canal de télémaintenance pour pouvoir se connecter sur un port réseau ou autre chose pour pouvoir réaliser des actions malveillantes. L'intrusion, ça peut aller également à une vol de session, c'est-à-dire se placer, l'attaquant il se place entre un client et un serveur, entre deux entités qui veulent communiquer, et il va voler leur session, c'est-à-dire il fait croire au client qu'il est le serveur, il intercepte les données, et il fait croire au serveur qu'il est le client, il intercepte les données, et de cette manière, il peut également voler, il va attendre par exemple l'authentification du client et voler sa session et communiquer avec le serveur à l'insu de l'utilisateur. Enfin, ça peut aller jusqu'à la prise de contrôle à travers, par exemple, un cheval de Troie. Un cheval de Troie, c'est un programme malveillant qui vous donne l'impression qu'il réalise quelque chose de légitime. Par exemple, vous êtes en train de jouer à un jeu ou de naviguer, mais en réalité, il réalise une action illicite. Ça peut être télécommander des machines distance qu'on a rendues, qu'on appelle des zombies. C'est des machines qu'on a verrouillées à travers un virus ou exploitées à travers un programme malveillant pour pouvoir les utiliser et les télécommander à travers les réseaux pour réaliser des actions qui soient malveillantes. Nous avons vu un certain nombre de notions. Par exemple, une bombe logique, j'ai dit que c'est une partie du programme qui va rester dormant, ça veut dire inaperçu, dans le système jusqu'à ce qu'un événement ou un instant survienne, par exemple vendredi 13 ou au centième démarrage de la machine, ou par exemple l'ouverture d'un fichier ou d'un programme. Ça peut rester dormant jusqu'à, par exemple, certaines conditions soient réunies, une ou plusieurs des conditions soient réunies pour déclencher des effets dévastateurs ou dévastatrices au sein du système. Nous avons également vu la notion de porte dérobée qu'on appelle en anglais les backdoors. Un backdoor, c'est un moyen de contournement des mécanismes de sécurité, c'est-à-dire on va exploiter une faille de sécurité euh, pour réaliser un passage ménagé par les concepteurs de logiciels qui est essentiellement pour un accès privilégié, par exemple pour la maintenance ou pour le test, mais que si les pirates les découvrent, ils peuvent déjouer les mécanismes de sécurité et rentrer inaperçus dans le système et se connecter sur le système quand ils le souhaitent. Nous avons vu également la notion de virus, c'est un segment de programme qui, lorsqu'il va s'exécuter, il va se reproduire en s'adjoignant à un autre programme. C'est comme un virus biologique, il a besoin de s'adjoindre à un autre programme, que ce soit un système ou l'application ou un fichier, pour devenir ainsi un cheval de Troie ou un programme malveillant. Il y a également un son de verre, c'est un programme autonome qui se reproduit et se propage à l'issue de l'utilisateur. La différence entre un ver et un virus, c'est que le ver, en général, il est autonome sur le disque dur, alors que le virus, il est dissimulé dans des fichiers, des codes exécutables, des secteurs de démarrage du disque, le BIOS, etc. Et il est, au moment où le ver est autonome, le virus, il se reproduit tout en s'adjoignant à un autre programme. Il a besoin d'un autre programme pour s'adjoindre à lui et réaliser la fonction nocive. Le ver, il arrive souvent par un port réseau, alors que le virus arrive souvent par une pièce jointe, un mail. Le ver ne se multiplie pas localement, alors que le virus se multiplie localement. Et on a vu également cheval de Troie, on avait dit que c'est un programme qui effectue une fonction malveillante tout en donnant l'apparence qu'il effectue une fonction légitime, ce qui n'est pas le cas. Vous jouez à un jeu, alors que le jeu, il prend des informations personnelles sur votre machine, sur vous, et il les envoie à un centre de contrôle distant, contrôlé par l'attaquant. Il y a également d'autres notions de menaces, telles que les spyware. C'est des logiciels espions qui vont... Donc, spyware, c'est spy et software, c'est la concaténation de spy et software. Spy, c'est espion, software, c'est logiciel. Et donc, spyware, c'est un logiciel espion qui va collecter les données personnelles et les envoyer à un attaquant. Par exemple, un keylogger, il va récolter ou attraper ou intercepter tout ce qui est saisi au clavier, que ce soit des mots de passe ou autre. Il peut également faire des captures d'écran, etc. et l'envoyer à l'attaquant.
Le spamming, vous connaissez, c'est un usage abusif d'un système de messagerie destiné à exposer délibérément et de manière répétée les utilisateurs à des contenus qui sont souvent non pertinents, non sollicités. Il y a le sniffing, on l'a vu, c'est l'écoute passive, c'est accéder à des données transmises sur un canal de communication, par exemple les données transmises sur un câble réseau ou stockées sur un support vulnérable, par exemple un disque dur externe ou autre. Et il y a la notion de spoofing qui est différente. Là, il y a l'usurpation d'identité. Je me fais passer, l'attaquant se fait passer pour quelqu'un d'autre afin de faire une action malveillante, par exemple envoyer un virus, un spam ou autre. Il y a différents types de spoofing. Il y a par exemple l'IP spoofing, ben, c'est l'usurpation de l'adresse IP. Il y a le phishing, ben, c'est l'usurpation d'un site web par exemple en concevant un site miroir contrefait qui est semblable à des portails pour attirer des clients du site plagié par exemple. Euh, on va vous envoyer un lien, vous cliquez sur le lien, vous croyez arriver à votre compte Gmail ou à votre banque ou au site de votre banque, alors qu'en réalité, vous êtes sur un site contrefait qui ressemble au site Gmail ou Facebook ou la banque, mais en réalité, il va récolter vos logins mots de passe et il va les envoyer à l'attaquant qui va par la suite les utiliser pour se connecter à votre insu. Il y a la notion également de DOS et DDoS. DOS, c'est Denial of Service, c'est déni de service, et DDoS, c'est Distributed Denial of Service, c'est un déni de service distribué. C'est une attaque d'un serveur ou d'une machine ou d'une entité en tout cas destinée à l'empêcher de remplir sa fonction. On va par exemple essayer de le faire crouler avec une multitude de requêtes, faire crouler le serveur ou le routeur pour qu'il ne remplisse plus la fonction qui est attendue. Donc on va par exemple lui envoyer une masse de requêtes généralement mal formées pour entraîner une réponse anormale et paralysante. Et donc, au lieu que le serveur ou le routeur fasse la fonction qu'il est souhaité faire, ben, il va passer son temps à résoudre ces requêtes malveillantes que l'acteur du déni de service va lui envoyer. Un déni de service distribué, et là, l'attaquant, il va aller à la guerre non pas seul, mais en télécommandant un certain nombre de machines, comme on le voit dans le schéma ici. Donc, l'attaquant va utiliser une multitude de machines zombies qui vont travailler en concert, il va les télécommander. Comment il va télécommander? Ben, ça veut dire qu'il les a déjà infectés auparavant par des backdoors ou des chevaux de Troie, et donc il va les mobiliser à distance pour pouvoir exécuter une action malveillante à un moment donné sur une cible donnée. Ici, on voit un autre type d'attaque, c'est des attaques un peu physiques. Une attaque très connue, ça s'appelle le skimming ou la fraude au distributeur. Ici, on voit un attaquant qui vient installer une fausse goulotte pour lire la piste magnétique et en même temps, il installe une caméra pour pouvoir enregistrer la composition du code. Et donc, typiquement, euh, la victime ou la cible, il vient insérer sa carte. Bien sûr, sa carte elle va être bloquée dans la piste magnétique ou de la fausse goulotte. Et puis, il va taper son code en croyant qu'il communique avec le serveur, mais en réalité, sa carte, elle est bloquée par la goulotte. Et donc, il tape le code et le code, il est intercepté par la caméra. On voit ici l'attaquant, il est à quelques mètres dans sa voiture, en train de communiquer avec la caméra sans fil et de récupérer le code PIN qui est tapé par l'attaquant. Et donc, du coup, l'utilisateur puisque la fausse goulotte, elle bloque sa carte ne sort plus, et donc du coup, elle s'en va, et l'attaquant, il vient, récupère la carte, il a déjà le code enregistré à travers la caméra, il peut l'utiliser par la suite pour pouvoir se connecter à l'insu de l'utilisateur. Ici, un exemple de phishing, typiquement, c'est un mail, on a reçu, on croit que c'est une carte qui va nous souhaiter bon anniversaire ou autre, on clique sur le lien pour voir la carte, mais en réalité, il y a un programme malveillant, typiquement, c'est un cheval de Troie qui va s'installer sur notre machine et qui va avoir une fonction illicite qui s'exécute chez nous. Ici, c'est un autre exemple, c'est des S-cartes, c'est une carte à puce programmable qui disent toujours oui, c'est pour ça qu'on les appelle les S-cartes et qui permettait de faire des transactions d'achat sur lesquelles, sur quelques types d'automates de paiement électronique. Alors, typiquement, quand la transaction est sur de petites valeurs, l'authentification se fait sur la carte elle-même et cette carte, elle répond toujours oui.
Alors, on passe à d'autres notions un peu plus évoluées, c'est la notion de APT. Là, on va voir des Advanced Persistent Threats, c'est des attaques persistantes avancées. Donc, elles consistent, c'est plus récent, c'est plus robuste, il consiste à placer du code malveillant personnalisé sur un ou plusieurs ordinateurs pour pouvoir effectuer des tâches spécifiques et rester inaperçu pendant la plus longue période possible. Donc là, on voit typiquement deux notions importantes, c'est la notion de avancée et la notion de persistant. Alors, avancé, pourquoi? Parce que l'attaquant va utiliser des mécanismes très complexes. C'est plus des scripts qui disent, c'est des apprenants, des personnes qui apprennent, mais c'est des utilisateurs ou des attaquants un peu confirmés qui vont exploiter une attaque non encore connue qu'on appelle le zero day attack ou qui vont compromettre plusieurs technologies combinées pour pouvoir réaliser leur intrusion. Et puis, à un notion de persistance, ça veut dire que l'attaquant va essayer de manière répétée d'atteindre son objectif. Il ne cherche pas un gain immédiat, mais il va rester le plus discret possible. Il va durer le plus longtemps possible pour réaliser par la suite le maximum de dégâts et remplir l'objectif défini. Essentiellement, les APT sont mis en place récemment sous forme de ransomware. Mais quand on parle de ransomware, en réalité, il y a trois formes. Il y a les scareware, les ransomware et les cryptolockers. Les scareware, comme leur nom l'indique, ça fonctionne sur la notion de la peur. On va par exemple recevoir une fenêtre qui informe de la présence d'un virus que l'on ne peut pas l'éliminer avant qu'on clique sur un lien pour démarrer un antivirus proposé, payant, etc. Mais en réalité, cet antivirus, il va nous bloquer notre machine et il va demander par la suite une rançon. Un ransomware, ben, il va prendre en otage ou bloquer l'ordinateur. On arrive sur l'ordi, et ben, déjà le programme malveillant, il a bloqué. On a une page bleue ou rouge et on ne peut plus fonctionner avant de payer la rançon. Bien sûr, il ne faut pas la payer, il faut avoir des mesures qui sont de sauvegarde et autres qu'on va pouvoir expliquer par la suite. Il y a les cryptolockers, c'est des types de rançongiciels ou ransomware qui vont chiffrer les données des utilisateurs et on va vous demander de payer la rançon pour qu'on puisse vous donner la clé de déchiffrement. Donc il y a différentes formes, mais bon, en tout cas, l'objectif est le même, c'est bloquer votre ordinateur, vous demander de payer quelque chose pour pouvoir récupérer vos données et pouvoir utiliser vos PC et serveurs. En résumé, les systèmes d'information doivent être protégés à tous les niveaux. Ça peut aller depuis l'humain, c'est-à-dire il faut protéger le niveau le plus élevé qui est finalement l'humain, jusqu'au niveau le plus bas qui est finalement le matériel, en passant par les protocoles, le réseau, l'applicatif, etc. Et les problèmes, bien sûr, ils peuvent provenir de plusieurs choses, par exemple la mise en œuvre qui n'est pas bien faite, un environnement de sécurité qui est déficient, l'authentification de l'utilisateur qui est facile à contourner ou avec des mots de passe par défaut ou facile à deviner, des failles ou des erreurs dans des logiciels à travers des sites web ou des applications ou autres. Bien sûr, une exploitation des protocoles du réseau qui ne sont pas sécurisés, tels que l'écoute passive, on avait dit, le mascarade, l'attaque des routeurs, etc. Ou alors même exploiter un matériel, c'est-à-dire exploiter les failles ou les défaillances au niveau du matériel pour pouvoir réaliser ces attaques. Donc, en gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que le plus important, c'est la sécurité de l'information. On a bien parlé de la sécurité du système d'information avec tous ses composants, le réseau, l'applicatif, l'humain, etc. Mais finalement, ce qui est important au sein d'une entreprise, c'est l'information. Si on perd un ordinateur ou qui ne contient pas de données, ce n'est pas forcément très inquiétant. Peut-être on a une assurance, on va nous rembourser, etc. En tout cas, on ne va pas fermer l'entreprise à cause d'un ordinateur vide, volé. Mais par contre, si l'ordinateur ou le serveur contient des données critiques, des secrets, des données personnelles, des brevets, etc., là, ça risque d'être un petit peu important. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie de l'introduction. Nous avons vu des notions importantes telles que les vulnérabilités, des attaques simples, telles que les attaques passives, le sniffing, le phishing, les portes dérobées, les virus, les vers, etc. Nous avons également des exemples d'attaques APT avec une définition de l'APT.
Dans la deuxième partie de cette introduction, nous allons commencer par des concepts de base de la sûreté de fonctionnement afin de tisser le terrain et par la suite, nous allons bifurquer petit à petit vers la notion de sécurité afin de donner une définition normalisée, acceptée par tout le monde, sur laquelle on va se baser et qu'on va adopter tout au long du reste de ces cours. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la partie 2 de l'introduction. Au revoir.